Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là pour en fait souhaiter d'une façon un tout petit peu, je dirais, spéciale au fond, parce que le premier anniversaire de notre cellule de crise sur le Covid, puisque au jour le jour, avec Emmanuel Briquet qui est à mes côtés, on a mis en place cette cellule de crise un petit peu en avance de phase sur les demandes ministérielles et les contraintes multiples qu'on a eues, mais on est un an après et on voulait parler un peu de Vivalto Santé et puis parler un peu de cet épisode assez étrange qu'on est en train de vivre depuis quelques jours où, et vous l'avez certainement observé, on a un certain nombre de médecins qui crient au danger du variant anglais, on a des politiciens qui disent ça va passer et on a dans nos établissements une situation qui est sous contrainte comme on l'est depuis un an, mais qui n'est pas ni pire ni meilleure que celle qu'on a connue et dans lequel on ne voit pas arriver de vagues particulièrement alarmistes dans les jours qui viennent. Donc une situation que je qualifierais de tout à fait étrange entre une campagne de vaccination qui se passe bien et des inquiétudes qui sont légitimes sur lesquelles je me permettrai de revenir. Voilà, donc un an après, un an pour Vivalto Santé, donc quelques informations avant de revenir sur l'épisode Covid sur Vivalto Santé cette année 2020, qui a été marquée par plusieurs aspects globalement positifs pour l'entreprise. La première, c'est qu'on a continué notre croissance. On a maintenant un périmètre d'établissement de 41 établissements. Et vous verrez dans la revue de presse, on a à peu près noté les chiffres, disons, d'ensemble, les chiffres globaux. On a repris 4 ou 5 établissements. On a surtout continué à être une entreprise différente. Et l'entreprise différente, vous le savez, elle est sur l'histoire même de cette entreprise créée il y a 11 ans, dans le partenariat avec les médecins sur notre gouvernance partagée. C'est l'actionnariat médical, mais ce n'est pas que l'actionnariat médical, c'est tout le vécu quotidien que la crise nous a permis d'approfondir. C'est le partenariat avec notre personnel, sur lequel je me permettrai de revenir, parce que ce personnel, il a été admirable tout le long de cette année. Il est associé avec nous dans la démarche actionnariale. On a fait une deuxième augmentation. Voilà. Et cette année 2020, elle a été très importante pour la consolidation de notre différence, puisque de façon unanime, on a pris le chemin d'une entreprise à mission qui est possible de par la loi Pacte en France. Et donc, on a adopté une raison d'être qui est tout simplement et viscéralement de prendre soin de nos patients tout le long de leur vie, tous ensemble et au service de tous. Et nous sommes en train de décliner cette raison d'être en indicateurs et nous passerons officiellement sous le statut d'entreprise à mission en juin 2021. Donc, c'est la première entreprise française à le faire. C'est un engagement légitime vis-à-vis de nos patients. C'est un engagement fort d'être autre chose qu'une entreprise à résultats économiques, mais d'être une entreprise qui a des missions à remplir sur le plan social et sociétal, à la fois sur le plan des soins que l'on prodigue et à la fois de la façon dont on le fait avec notre personnel et avec l'environnement qu'est le nôtre. Donc l'entreprise à mission est certainement le chantier important et le chantier important de l'année 2021, puisque tout le long de cette année, on va creuser ce sillon qu'on a ouvert tous ensemble lors de la dernière Assemblée générale de septembre 2020. Voilà les informations sur le groupe, un groupe en croissance, une entreprise de santé différenciante et un vécu collectif du Covid qu'on va essayer de redémontrer et de redérouler rapidement.
avec Emmanuel Briquet qui est à côté de moi. Une année dont je vous rappelle les différentes phases, hein, une phase extrêmement violente de la première vague qui a mis la France à l'arrêt et sur lequel on a été très impacté en Île-de-France. Et l'ensemble de la profession l'a été sur le Grand Est. Et d'extraordinaires mouvements de solidarité au sein de nos établissements pour que la totalité de notre personnel qui fait un webinaire. Oui. Voilà, merci. En tout cas, dans cette première phase, une phase d'urgence absolue dans laquelle l'ensemble de notre personnel a été présent et du personnel de province venu aider dans des mouvements qui se resteront dans l'histoire du groupe comme des mouvements de solidarité extrêmement forts et admirables, à la fois sur le plan médical et sur le plan de notre personnel soignant. Bon, un peu d'illusion pendant l'été, un peu d'illusion sur le fait que c'était terminé, une deuxième phase qui est arrivée de façon assez visible en septembre-octobre. Une deuxième phase qui a mis en évidence un deuxième point sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est que non seulement il fallait traiter des patients Covid, mais il fallait traiter des patients qui commençaient à avoir une vraie perte de chance. Et au fur et à mesure qu'on est arrivé dans cette phase de l'année, on s'apercevait avec nos médecins que cette notion de perte de chance, elle devenait vitale puisque le non-recours aux soins des populations qui étaient malades et qui avaient besoin de venir soit se faire opérer, soit se faire soigner chez nous, devenait de plus en plus sensible, où les cas graves s'accumulaient et où le retard en soins devenait une évidence majeure. Donc cette deuxième phase, pour nous, a été une deuxième phase dans laquelle on a appris à vivre avec le virus. Toutes les contraintes, toutes les protections nécessaires ont été mises en place. Notre personnel s'est aguerri, nos médecins ont été là, et on a essayé et on a globalement pu faire les deux choses, traiter nos patients Covid et traiter tous les patients qui avaient une perte de chance qui était considérée par nos médecins comme nécessaire à traiter, tracée sur nos documents. Et on a vécu dans une dimension assez intense, d'être à la fois en mesure de traiter les patients Covid et à la fois en mesure de traiter les patients à perte de chance. Avec déjà une situation qui s'accumulait sur un retard de soins et une position un tout petit peu inquiétante vis-à-vis de la population, de cette peur de venir se faire soigner dans un univers Covid. Alors même que les processus et les précautions prises devenaient extrêmement sécurisantes. Voilà, la fin de l'année est arrivée, les vaccins sont arrivés et le variant anglais s'est pointé à l'horizon. Alors, on peut appeler ça aujourd'hui la troisième phase. En fait, quand vous le regardez dans les faits statistiques, c'est une remontée d'une deuxième vague qui ne s'est jamais terminée. Donc, cette troisième étape, cette deuxième phase qui réaugmente, c'est une phase qui est aujourd'hui qui est étale. Dans le monde hospitalier qui est le nôtre, nos lits de réanimation, nos patients Covid ne sont pas plus importants maintenant que ce qu'ils étaient avant. On n'est pas dans une phase d'inquiétude particulière. On a même des patients Covid qui sont aujourd'hui dans une demande de soins plutôt inférieure et moins de passages en hospitalisation que ce qu'on a eu dans les deux phases précédentes. Ça s'explique par une vaccination qui se met en place. Quelques mots sur une vaccination actuellement. On peut dire que contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, l'adhésion à la vaccination a été beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait penser. On peut, dans la phase prioritaire des patients de plus de 50 ans, de notre personnel de plus de 50 ans, on peut considérer qu'aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, un an après,
environ 60% de notre personnel soignant qui était concerné par cette vaccination prioritaire l'est. Et on passera très certainement aux 2/3 ou à 75% dans les quelques semaines à venir. Donc la vaccination se passe bien et bien mieux que ce qu'on pouvait le penser. Le sujet reste aujourd'hui de faire venir des patients qui en ont besoin. Nos lits Covid sont, je dirais, bien gérés. Nos clusters sont identifiés, repérés de façon très, très précoce. Et peut-être que la partie la plus inquiétante de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'activité redémarre très doucement et redémarre trop doucement par rapport aux besoins de traitement de nos patients. Donc, quel que soit l'ensemble des messages qu'on a pu passer les uns et les autres sur notre capacité à pouvoir à la fois traiter nos patients Covid de façon sécurisée, isolée, avec des processus qui sont bien rodés, et d'être capable de traiter tous les patients qui avaient besoin de l'être. Aujourd'hui, on observe une réticence, une vraie réticence à venir se faire soigner dans l'idée que peut-être plus tard, c'est-à-dire après l'été, au fond, dans des délais qu'on a un peu de peine maintenant à imaginer, ça sera plus sécurisé. La réponse est globalement non. La réponse est globalement non, parce qu'on va vivre dans un univers Covid, quel que soit l'état de vaccination de la population. Il y aura toujours, pendant des durées qui ne sont pas aujourd'hui des durées qu'on peut prédire, il y aura un univers Covid qui va nous entourer. Donc, l'ensemble des patients qui ont besoin de l'être doivent venir se faire traiter chez nous ou ailleurs, dans le monde hospitalier. Ce retard de soins, on va tous le payer, et les uns et les autres, collectivement et de façon individuelle, de façon plus importante plus tard que maintenant. Donc, dans cette période un peu étrange qui est la nôtre, le variant anglais n'est toujours pas là. Il est supposé arriver, il est entre 25 et 30% de nos patients Covid, mais la charge en soins qu'il génère n'est ni plus ni moins importante que celle que l'on avait avant. Donc, ne dramatisons pas cette arrivée qui inquiète plus que nécessaire des patients qui ont besoin de venir se faire soigner. Apprenons donc à vivre avec le virus. On reviendra après sur ces sujets médicaux avec Emmanuel dans les questions que vous souhaitez nous poser. La périphérie de cette pandémie, c'est finalement l'ensemble des effets qui en ont découlé. Et l'ensemble des effets qui en ont découlé, on peut les résumer autour de plusieurs nouvelles qui sont positives, en fait. Le monde de la santé a appris à vivre ensemble, ce qui est probablement une nouveauté qu'on ne perçoit pas bien de l'extérieur, mais un certain nombre de tabous, de barrières sont tombés. On a appris à travailler entre le public et le privé dans ces deux vagues. Et c'est le terrain qui nous a appris à travailler ensemble. Donc, cette collaboration publique-privée, elle a joué. Et ce qui était finalement une anomalie est devenu, dans les régions denses, est devenu la règle. Donc, essayons de la préserver, puisque c'est comme ça qu'on traitera le mieux tous ensemble nos patients. La deuxième caractéristique, c'est que nos ARS ont globalement appris à jouer avec le privé plutôt que d'apprendre à jouer d'abord avec le privé et de chercher à venir demander notre aide que dans le dernier moment, au dernier ressort. La troisième des caractéristiques qu'on a observées, c'est qu'au fond, l'innovation de nos pratiques en a été finalement accélérée. La télémédecine, vous l'avez vu, est rentrée dans les mœurs de façon quasi naturelle.
Mais au fond, des procédés de prise en charge sous contrainte, des procédés dits chez nous de récupération rapide après chirurgie, d'intensification des actes, des processus modernes, hein, ont trouvé de fait beaucoup plus d'espace sous contrainte que dans une vie normale. Donc il y a eu une accélération de la révolution de nos pratiques qui va, je pense, continuer à se faire. Les trois sujets ont été accompagnés par un quatrième, qui est la contribution finalement que l'État a donnée à notre système de santé. Il a souffert, ce système de santé, hein, contrairement à ce que je peux entendre de ça, de là. L'activité a chuté, hein, en 2020 pour des raisons de déprogrammation et pour des raisons de non-retour aux soins d'une partie importante de la population. Notre activité globale en 2020, elle a baissé de 10%. Et quand on regarde les établissements qui ont été affectés au Covid, la partie chirurgicale, on a baissé de 35 à 40%. La déprogrammation a été extrêmement violente sur un certain nombre d'établissements. Donc ce qui a permis au système de tenir, c'est finalement les garanties de fonctionnement de l'État, qui sont des avances de trésorerie, hein, mais qui sont des avances de trésorerie qui ont été indispensables. Elles sont en train de se terminer maintenant par le calcul exact de la mise en place de cette couverture minimale qui a été donnée par notre gouvernement, d'être finalement couvert à hauteur de l'activité 2019. Donc la couverture de ces recettes est en train d'être finalement mise en place. Elle nous a permis de tenir. Mais elle n'a pas permis pour autant d'empêcher une activité faible. Donc ne croyons pas que le système aujourd'hui coule sous l'argent. C'est faux. Il coule sur des avances de trésorerie que le gouvernement nous a fait et que quelque part on devra rembourser au moment où on soldera les comptes, ce qui doivent être faits en mars de cette année pour la plus grande partie et en mars 2022 pour le reliquat. Donc l'année 2021, en termes d'activité, est une année qui est aujourd'hui dans des phases d'incertitude importantes, puisqu'on observe à la fois un retard en soins et on ne constate pas le rebond d'activité de tous les patients qui n'ont pas été traités en 2020 et qui devraient venir se faire traiter en 2021. Donc une année d'assez grande incertitude qui commence avec le maintien de la contrainte actuelle sur notre personnel, hein, et au fond une concentration de problèmes qui s'accumulent dans la vie quotidienne, qui fait que quelque part il faut à la fin de cette petite présentation un peu rapide faire passer ce deuxième message, qui est un message à notre personnel, c'est qu'il faut à la fois les remercier de ce qu'ils ont fait et il faut à la fois leur demander de continuer à le faire. C'est une phase qui malheureusement est dans une absence complète de baisser la garde, hein. Cette vigilance actuelle, elle est encore de mise. Ça fait 1 an qu'elle est là. Et on a encore besoin de tenir en face de ces mois qui viennent en pouvant faire face à cette montée de la vaccination qui est quand même l'élément le plus favorable de ces dernières semaines. Voilà les principaux messages que je voulais vous faire passer. Une année 2020 positive pour Vivalto Santé, une année capitale sur le déclenchement de l'entreprise à mission, une poursuite de la croissance dans une consolidation du secteur qui s'accélère, des épisodes Covid qui ont été dramatiques en termes d'intensité émotionnelle et physique et humaine, mais qui a permis aux uns et aux autres de tenir, hein, le système a tenu, des impacts finalement positifs de ce phénomène, de cette pandémie sur plein d'aspects qui n'étaient pas du tout prévus, une collaboration publique-privée qui s'annonce, une absence de crainte entre les opérateurs qui s'ignoraient, une ARS qui a joué son jeu, des politiques qui ont mis des moyens minimaux, mais des moyens qui
qui sans eux auraient fait effondrer le monde hospitalier, en tout cas privé, qui n'avait pas les moyens de tenir en face de cette baisse d'activité. Et une année 21 où la vaccination est l'élément le plus porteur d'un espoir à venir qui sera maintenant celui de l'année 21. Et les deux messages que j'ai essayé de faire passer le long de ce petit webinaire, c'est essayons de créer ce climat de sécurité et de confiance pour que nos patients reviennent. On le leur doit, hein, et ces retards en soins vont s'accumuler de façon importante pour la santé de notre population. Et deuxièmement, à notre personnel qui est admirable dans cette période-là et sur lequel on est encore en train de leur demander de faire cet effort de vigilance et de tenir pour que cette vaccination se déroule de façon suffisamment bonne au cours des semaines et des mois à venir. Voilà les principaux messages qu'on voulait vous faire passer. Peut-être qu'Emmanuel, tu voulais dire quelque chose? Non, pas spécifiquement, plus. On répondra plutôt à vos questions si vous le souhaitez. Bonjour, on vous a fait passer par le chat normalement un appel. Ceux qui souhaitent poser des questions peuvent lever la main et on va vous activer votre micro. N'hésitez pas de votre côté. Qui veut se lancer? Qui veut commencer? Alors que le docteur Emmanuel Briquet, donc, qui est à côté de nous, se connecte également. Sur ces 1 an de pandémie. Et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Très bien. Si tout le monde peut se présenter et puis poser sa question. Magazine Planté Santé. Oui. Concerne votre structure privée, est-ce que si demain nous avons un flot comparable à celui qui a été enregistré en Grande-Bretagne, vous allez pouvoir ouvrir des lits et est-ce que vous êtes subventionné par l'État pour l'ouverture de ces lits? Je parle des lits de réanimation ou des lits d'hospitalisation dédiés à la Covid. Clairement, le phénomène anglais ne se passera pas en France. Pour des raisons simples, hein, c'est que il y a eu des gestes barrières qui ont été mis en place en France bien plus tôt. Il y a eu finalement des règles de protection de la population et de couvre-feu ou de confinement qui se sont passés. Donc, si le variant anglais est chez nous, il ne se manifeste pas de la même façon. Et la vaccination telle qu'elle est aujourd'hui faite, hein, sur les plus de 75 ans et sur notre personnel, fait que les populations les plus protégées aujourd'hui sont beaucoup moins concernées par le Covid que ce qu'on peut observer en Angleterre. Donc, nous, on ne voit pas venir le risque anglais tel que certains le prétendent. Après, c'est clair qu'on est prêt, c'est-à-dire que quelque part, avec les ARS, les lits d'augmentation de notre capacité en réanimation, ils existent. Et le plan blanc est toujours d'actualité. Donc, on est dans une disposition d'être en mesure d'augmenter nos capacités. Notre personnel est là. Après, les mesures de l'État sont des mesures qui aujourd'hui sont actées dans le principe, mais non mises en place de façon définitive, puisque le système tient sans avoir besoin d'avoir recours à ces garanties de fonctionnement 2020. Donc le principe en a été acté. Les avances de trésorerie pour les établissements en très grande difficulté sont toujours actées. Le système permet de durer. Je n'ai pas, en tout cas, nous, on n'a pas d'inquiétude. On doit être à 3000 lits de réanimation aujourd'hui. Hein, et on sait qu'on peut tous augmenter. On avait augmenté à peu près de 1000 lits, hein, le secteur privé, en 15 jours en région parisienne quand on nous l'a demandé. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Ça me permet de donner juste un indicateur. Vous savez qu'on a traité 5000 patients Covid
en 2020, à peu près une moyenne de durée de séjour d'une vingtaine de journées. Donc, on a traité 100 000 patients Covid. 100 000 journées pour Covid. Excusez-moi. 100 000 journées Covid, on a vécu avec le Covid. Et on va vivre encore avec le Covid. Aujourd'hui, on a 300 à 400 lits occupés chez nous. Ouais. Donc voilà, le phénomène, il existe. Il n'est pas pour l'instant alarmiste. Mais on nous annonce dans certains médecins des hôpitaux publics parisiens semblent nous annoncer qu'il y ait des cas chez des gens plus jeunes qu'au cours de la première et de la deuxième vague. Est-ce que vous enregistrez ce genre de phénomène ou pas du tout? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on enregistre, c'est plutôt le fait que les patients Covid ont besoin d'une charge en soins plutôt inférieure à celle de l'année passée. Parce que les populations les plus âgées, les plus fragiles sont beaucoup moins là qu'avant. Donc, on a affaire à des populations plus jeunes, mais qui ont des résistances beaucoup plus fortes. Donc, en réalité, aujourd'hui, la charge en soins dans nos établissements sur nos patients Covid, elle est inférieure à ce qu'on avait avant. Donc, chez vous, vous avez moins de réanimation en clair et plus d'hospitalisation avec des gens qui sortent plus vite. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de recours à la réanimation que dans la première phase et dans la deuxième. Si je peux me permettre, ils ne sortent pas plus vite, puisqu'en fait, on les prend en charge différemment. On ne vous entend pas, monsieur. Viens ici. Je vais mettre le masque parce que je me rapproche du micro. Alors, on précise par ailleurs que toute l'équipe que vous avez devant vous a été vaccinée. Donc, ça explique aussi… voilà. Non, ça explique rien, parce qu'on a beau être vacciné, on est toujours porteur. Donc oui, je disais, la première vague est extrêmement violente, parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout les choses, avec des aggravations très, très rapides, qui a nécessité effectivement beaucoup d'admissions en réanimation avec des protocoles qui n'étaient pas forcément calés. Sur la deuxième vague, ça a déjà changé, avec beaucoup moins d'admissions en réanimation, parce qu'on a réussi à préserver les états respiratoires pour conserver les malades dans des secteurs de médecine, avec un apport d'oxygène plus ou moins important, donc toujours une ligne un peu difficile. Avec ces traitements-là, les patients sont restés plus longtemps dans les secteurs de médecine, ce qui a permis de ne pas saturer, en tout cas pas autant saturer les réanimations qu'à la première vague, et donc de rendre possible les prises en charge de malades non Covid qui avaient besoin de secteurs de soins intensifs. Là, aujourd'hui, comme le disait Daniel… Non, mais c'est bon, j'ai ma caméra. Comme le disait Daniel, aujourd'hui, on a toujours des patients. La deuxième vague n'est pas réellement terminée. Il y a une décroissance qui restait bien au-dessus, d'ailleurs, des indicateurs qui s'était fixé le gouvernement pour considérer que la deuxième vague était terminée en termes d'incidence. Alors que les réanimations se sont vidées et ont permis en tout cas, vider de patients Covid et ont pu continuer à fonctionner pour les autres prises en charge qui nécessitaient ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, les patients restent plus longtemps parce que pour éviter la réanimation, on a des protocoles aujourd'hui qui se calent et on continue d'apprendre tous les jours, y compris avec les nouveaux variants, mais comme l'a dit très justement Daniel, en termes de prise en charge, ça ne change rien. C'est simplement que les variants, on nous a expliqué, et on aurait pu le constater, auraient généré un afflux de patients plus important dans un temps plus court. Donc effectivement, les armes qu'on a mis en place, qui sont, et je le rappelle, au jour d'aujourd'hui, les seules armes que l'on a, ce sont les gestes barrières. Donc on est quand même arrivé avec cette apparition des variants anglais d'abord, sud-africains maintenant, dans un pays… Après, on pourra toujours dire on peut faire mieux, le français n'est pas discipliné. Néanmoins, il l'est suffisamment pour qu'on n'ait pas eu un pic mi-janvier comme on le craignait à cause de mauvais comportements à Noël et Nouvel An. Ça ne s'est pas passé. Et ensuite, on n'a pas eu le pic anglais. Effectivement, le variant anglais monte, il devient de plus en plus important. On est quelque part entre 25 et 30% aujourd'hui des souches identifiées. Mais c'est une montée qui est sourde, peut-être sournoise, ce qui peut expliquer ce que font remarquer mes confrères des grands hôpitaux parisiens. Donc on doit être inquiet, mais l'inquiétude qui génère la vigilance, et pas le catastrophisme, c'est pas la fin du monde demain. On est encore capable de monter en puissance, et on l'a très bien démontré lors de la première vague. Par contre, cette montée en puissance, si elle devait se faire, elle se fera fatalement aux dépens des activités réglées et programmées des patients non Covid.
Donc, c'est là la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On veut maintenir la capacité économique et sociale du pays. En tout cas, c'est le pari que fait le gouvernement. Quelque part, ayons les yeux grands ouverts. Ces vacances, c'est une forme particulière entre le confinement et les couvre-feux, puisque vous avez région par région, vous allez avoir une tournante d'écoles fermées. Or, on sait, et vous l'avez entendu, que ça a été un débat entre les scientifiques et les politiques. Ben là, de fait, on a un tiers des écoles fermées du fait des vacances et ça va tourner. Et ça va durer sur un mois. Ensuite, le comportement social sur les vacances d'hiver n'a rien à voir avec le comportement social sur les vacances d'été. Il y a beaucoup moins de contacts dangereux au sens du Covid, ce d'autant que les zones risquées qui étaient les remontées mécaniques sont fermées. Donc, il y a quand même des mesures de renforcement de ces mesures barrières par un état de fait de calendrier qui nous sert bien, qui fait qu'on voit effectivement ces patients continuer à monter. Et encore, si vous regardez bien depuis sur une moyenne glissée, c'est même plutôt une tendance à la baisse, avec notre bouclier suprême, qui est celui de la vaccination, dans lequel on a tous beaucoup d'espoir, qui commencera à déployer des effets à plein vers fin mars, mi-avril. Et si vous regardez les premiers résultats qu'on a en Israël, notamment, qui commencent à être publiés et qui vont nécessiter d'être confirmés, parce qu'Israël a vacciné massivement dès le début janvier, et on voit les courbes qui se cassent, et qui se cassent fortement à la fois sur les formes graves et sur le taux d'incidence. Donc il faut être vigilant, mais il faut rester serein, et puis quelque part, n'oubliez pas que les professionnels de santé, c'est leur métier de faire face à ces sujets-là. Donc ce qui nous embête, nous, c'est si on n'a pas les moyens de faire face en volume, à la fois de lits et de personnel. Mais sinon, sur les prises en charge, on tient bon. Excusez-nous de ces réponses un petit peu longues, mais honnêtement, on n'est pas catastrophique. Le nombre de morts qui est annoncé tous les jours, je crois que les dernières 24 heures, c'est 293. Est-ce que ça vous semble un nombre de morts qui correspond à une réalité de la saisonnalité? Par exemple, bon, là, on sait que la grippe, elle va presque pas tuer cette année, alors qu'elle pouvait atteindre 10 000 morts sur une saison en France. Mais est-ce que ça vous semble des chiffres insensés ou des chiffres qui correspondent à une réalité de l'hôpital, avec des gens qui sont en fin de vie et qui vont partir peut-être quelques semaines plus tôt que ce qu'il y a? Joël, on va vous répondre juste. Il y a Maxime après qui peut se préparer parce qu'il a levé la main pour poser une question. Allez-y. C'est plutôt une réalité de la maladie que de la saison. Là où vous avez raison, c'est qu'un certain nombre de ces décès sont des décès un peu plus tôt qui ont été prévus. Mais en fait, des gens qui seraient peut-être morts de la grippe meurent en fait du Covid parce que ça provoque les mêmes types de désordres. Les formes graves de grippe correspondent aux formes graves de Covid. Donc non, c'est pas sûr. Ça n'a rien. Si vous regardez ces chiffres, le ratio de nombre de morts par tranche d'âge, vous savez ce que ça, pour moi, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'on fait beaucoup de catastrophisme sur cette affaire de Covid et on crée énormément d'inquiétudes, alors même qu'on est en train de traiter les patients Covid au fil de l'eau de façon tout à fait correcte et qu'on est en train de créer une telle psychose que les gens qui en ont besoin de soins, qui ne sont pas des gens Covid, ils ne viennent pas. Et c'est cela qui me paraît plus important, parce qu'on va s'apercevoir après, quand il va y avoir des analyses épidémiologiques un peu fines, qu'en réalité, en 2020, on a tué beaucoup de gens qui ne sont pas venus se faire soigner et qui sont morts parce qu'ils ne sont pas venus se faire soigner. Alors que s'ils étaient venus, on les aurait soignés. Et c'est probablement le point qui, moi, personnellement, me stresse le plus. C'est qu'on voit, et tous les praticiens nous disent que les malades qui viennent sont des malades beaucoup plus graves, beaucoup plus lourds et beaucoup plus tard. Donc, on n'est pas capable de faire la statistique de tout ce qui est en train de se passer. On n'est pas maître des grands chiffres, donc on le verra après. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec l'univers Covid dans lequel on vit, les précautions qu'on prend dans le monde hospitalier, mais venez vous faire soigner plutôt que d'attendre de se dire demain est un autre jour et demain, ça sera beaucoup plus facile. C'est une erreur sur votre santé. Voilà. Merci. Alors, Maxime Basquin, si vous voulez bien prendre la parole. Et puis, on a une question dans le chat. On a bien, juste une seconde, Maxime. On a bien reçu votre question, Caroline. On la pose après celle de Maxime.
Allez-y. Vous pouvez aussi poser des questions par le chat, par écrit. Oui, merci. Maxime. Oui, merci. C'est dans la prolongation de ce que vous venez de dire. Donc, Maxime Basquin, je travaille pour une société de conseil spécialisée dans la santé unknowns. En effet, vous avez fait constat de ces retards de diagnostic, de ces reports de prise en charge. J'avais une double question dans cette lignée-là. C'était à la fois comment est-ce que vous cherchez à l'atténuer d'une manière ou d'une autre, quelles sont les actions mises en face, s'il y a des rapatriements de patients, s'il y a des redirections des examens ou des consultations de suivi vers la ville qui sont opérées pour maintenir ce lien et assurer le suivi pour en effet les patients qui en ont besoin sur les pathologies classiques et chroniques ou aiguës. Et si vous anticipez une vague finalement de cette prise en charge, vous avez semblé dire qu'il n'y avait pas de rebond constaté à ce stade, mais si vous anticipez une vague de prise en charge à venir et comment est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez vous y préparer. Écoutez, il faut être honnête. On remettra en place ce qu'on a fait lors de la première vague, si jamais on avait effectivement une vague de type tsunami. Alors, on a été capable de monter très très fort pour faire face à ces complications liées au Covid. Après, vous savez, et on vient d'en parler, que la contrepartie a été des retards sur les malades non Covid. Donc ça, c'est la situation extrême. La réponse exacte à votre question, je pense, et c'est ce qui s'est passé en deuxième vague, où on a été capable à la fois de faire face aux patients Covid et par des systèmes de priorisation, ce qu'on appelle dans notre jargon les analyses bénéfices-risques, qui ont été déclenchées dans chaque spécialité, dans tous les établissements français, effectivement procéder à des reports, mais d'abord à des reports mesurés et surtout des reports arbitrés par rapport à l'état de santé des malades que l'on était obligé de décaler un petit peu pour faire face et prendre en charge en même temps les patients Covid. Et si vous regardez les indicateurs aujourd'hui de taux de remplissage de réa, ce sont les taux de remplissage de réa avec des patients Covid et des patients non Covid. Donc, on n'est pas encore dans la situation où on a tout arrêté avec des réas pleines de Covid. Ça existe. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de certaines réas, notamment parisiennes, qui commencent à être saturées de patients Covid, d'où l'inquiétude et les messages qui sont envoyés. Mais la situation de grands centres de référence qui prioritairement reçoivent en premier les patients Covid n'est pas la moyenne des établissements de santé français, fort heureusement. Mais Maxime, la réalité, c'est quand on discute énormément avec nos médecins, parce qu'on est très très proche de nos médecins et de la vie quotidienne, ce que je crois, c'est qu'on essaye de faire disparaître l'idée que ces histoires de vagues, ça vient, ça va passer, qu'on a intérêt à attendre. En réalité, ça crée un sentiment de dire demain, ça sera mieux et donc j'attends. Et depuis le mois d'octobre-novembre, en tout cas dans tout l'environnement dans lequel on est, on a essayé de dire, attendez, on est dans un monde Covid, on va vivre dans un monde Covid, on va le vivre pendant un temps qu'on ne connaît pas, donc ça ne sert à rien de dire ça monte, ça descend, parce que il y a des comportements qui en découlent, qui sont des comportements de dire je reste chez moi et je ne me soigne pas. Et je reste chez moi et je ne me soigne pas, c'est probablement la plus mauvaise des solutions. Qu'on aille se faire soigner en ville ou à l'hôpital privé, aujourd'hui, ce retard en soins, on va tous le payer progressivement plus tard. Donc, on essaye de le faire, on a essayé, mais je pense que c'est dans la tête un petit peu je dirais, de la désinformation qui s'est faite autour de cette notion de vague. Ça descend, ça vient, ça va partir. Non, la vaccination, elle se met en place. Elle se met beaucoup mieux en place que ce qu'on pensait. La population française a envie de se faire vacciner. Notre personnel, au début, les premières enquêtes, c'était 30 ou 40%. On est maintenant à 60%. La vaccination est en train de s'installer. Donc, quelque part, les signaux sont vraiment positifs. Et on a appris à vivre avec le Covid dans un établissement, en tout cas de Vivalto Santé. Il n'y a pas de risque à venir se faire soigner. Les gestes barrières, quand il y a des clusters, parce qu'il y a des clusters, on le met complètement dans des secteurs isolés, dans des procédures spéciales. Donc et heureusement, hein, et moi-même, d'ailleurs, je me suis fait opérer dans une clinique avec des Covid. Enfin, il n'y a pas de sujet particulier. On a des questions qui nous sont arrivées. Donc, on va prendre la question de Caroline Cordier d'Hospi Média. Daniel Caille, vous avez évoqué 300 à 400 lits encore occupés par des patients Covid dans les établissements Vivalto. Oui. Pourriez-vous préciser combien de lits de réanimation médecine SSR? Les autorisations de réanimation dérogatoires obtenues en 2020 sont-elles toujours en vigueur? Et si oui, combien de lits de réa ouverts au total
en plus des lits de réa habituels actuellement? Merci. N'hésitez pas à envoyer vos questions par le chat, on les prend aussi. Une précision diabolique. Donc, on a sur les 320 patients Covid à date d'aujourd'hui. On en a donc 47 en soins critiques, réanimation et soins critiques. Voilà les chiffres d'aujourd'hui. Donc, ils sont beaucoup plus faibles en réanimation que les années passées. Nos autorisations de réanimation provisoire, aujourd'hui, elles ont été globalement arrêtées, mais on a une autorisation de les maintenir en position, on dirait, de pouvoir redémarrer dans les délais de quelques, je dirais, jours, un jour ou deux. Donc, on est dans une phase d'avoir finalement de l'installation qui est à l'arrêt, mais capable de redémarrer aujourd'hui. On n'a donc pas de lits de réanimation supplémentaires ouverts aujourd'hui par rapport à nos lits de réa normaux. Donc, on a des établissements qui ont des lits de réa dans le groupe. Et donc, on travaille avec ces établissements-là. Il y a par ailleurs une vraie priorisation des ARS pour essayer de régulariser des autorisations de réa qui auraient dû l'être depuis très longtemps. Donc, on peut espérer que dans quelques temps, ça sera après cet épisode Covid, certainement, on aura un peu plus de lits de réanimation en France que ce qui est au jour d'aujourd'hui. Et là-dessus, on ne fera pas de commentaires particuliers sur ces pourcentages incroyablement faibles de lits de réa qu'on avait en France par rapport à nos voisins. Alors, une question de Jean-Yves Paillet d'APM News. Bonjour, vous avez évoqué une baisse de 10% de l'activité en 2020. Oui. Serait-il possible de connaître le détail de cette baisse selon les activités ainsi que le nombre de séjours entrés totaux enregistrés cette année-là? Oui, ça on peut. Enfin, là, je ne les ai pas en chiffres, mais ce que je vous disais, c'est que le moins 10 global, il est très variable. Il est très variable en fonction des établissements qui ont été sous disons globalement pour Vivalto Santé, région Île-de-France, donc sous une vague Covid importante. Après, dans la deuxième vague, il y a eu un peu les établissements lyonnais, les établissements de la région Rhône-Alpes. Et donc là-dessus, les variations sont très, très différentes. Dans les cliniques qui ont été affectées par les vagues, c'est sur la chirurgie que les choses ont été les plus impactantes. Je citais les 35-40%. C'est sur la déprogrammation pour laisser les capacités disponibles. Notre personnel et nos anesthésistes disponibles, ils ont impacté essentiellement la chirurgie. Et là, il faut faire vraiment deux paquets. Les cliniques qui ont été impactées par le Covid et les cliniques qui ne l'ont pas été. Mais on pourra vous donner des chiffres un tout petit peu plus exacts. Si vous nous laissez votre adresse mail, je vous enverrai les chiffres. Voilà. Mais ne croyez pas, contrairement à ce que d'autres ont dit, que l'activité, finalement, les cliniques ont fait une belle année 2020. Alors, Joël Pirard nous demande quels sont les patients qui ne se font pas soigner, les gens qui ne doivent pas se faire opérer d'une hanche ou les gens qui souffrent de cancer? Les deux, mon colonel. Et ça, c'est vraiment ça qui, moi, me choque. C'est qu'il y ait un certain nombre de chirurgies qui soient reportables. On peut tous le faire. Vous avez tous vécu ça dans vos familles et votre entourage. Mais quand on est atteint d'une maladie comme grave, chronique, comme le cancer, et que quelque part aujourd'hui on observe une baisse des patients qui viennent et finalement une volonté de se préserver faussement chez soi, c'est grave. Donc la baisse sur les patients du cancer, elle existe aujourd'hui. Elle existe. Alors, une question, j'imagine, de Caroline Cordier. J'imagine que comme les hôpitaux publics, vous avez été ou êtes confrontés à des contaminations de soignants, voire peut-être à des clusters. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Les contaminations de soignants, elles ont toujours… Oui, bien sûr. Vous verrez sur le chat, j'ai mis un début de réponse. Bien sûr, on y est confronté, comme tous les établissements de santé. À partir du moment où vous rassemblez des patients porteurs de Covid, des gens qui circulent, des personnes fragiles, parce que par définition, l'hôpital,
soit public ou privé, c'est prendre en charge des gens fragiles, vous avez un risque qui est plus important que la moyenne. Néanmoins, on constate qu'on s'en sort plutôt pas mal, proportionnellement et toute proportion gardée. On est confronté, mais un peu moins que la moyenne qu'on peut voir autour de nous dans les territoires dans lesquels nous sommes. Probablement lié au fait que très tôt dans la crise, on a mis en place des mesures de contrainte en termes de filtrage des patients, en termes de circuits qu'on a appelés chez nous Covid-free, Covid-Secure et non-Covid. Et cette culture-là a été tenue par le management du groupe et l'encadrement, et elle est toujours en place. Ça, c'est une chose, on va dire, qui est une mesure organisationnelle. Vous pouvez regarder sur notre site internet, vous verrez par exemple le questionnaire digital d'évaluation qui est fait systématiquement pour tous les patients qui viennent chez nous, les visiteurs ou les gens qui rentrent sur nos sites, qui permet d'avoir une idée du statut, qui est basée sur les recommandations du ministère. Donc, je pense que toutes ces bonnes pratiques qui ont été mises en place très tôt et qui ont prouvé leur efficacité au début nous ont protégés de cette grande vague de clusters de l'été. Ça, c'est sûr. Et après, il y a un effet géographique. Si vous regardez comment les établissements du groupe Vivalto Santé sont répartis, on est plutôt des gens de l'Ouest. Donc, on prend les vagues après les autres et on prend plutôt les vagues descendantes. Ce qui nous, d'ailleurs, impose énormément de vigilance, puisque nos établissements sont dans des zones qui ont plutôt un peu moins souffert, en dehors de l'Île-de-France et de nos établissements lyonnais et savoyards, mais qui ne sont pas la majorité du groupe. Donc, on est dans des zones assez fragiles et en termes de risque. Donc, on maintient nos gestes et nos procédures à un niveau très élevé, parce qu'on sait qu'il y a un potentiel de départ de feu, comme on dit, qui est important. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on l'a bien pris en compte et très tôt, ce risque de cluster. Alors, une question de Rama Rajdi. Merci pour cette présentation très claire. Est-ce que les visites aux patients sont autorisées dans vos établissements? Avez-vous liberté de manœuvre ou devez-vous respecter à la lettre les consignes de l'ARS? C'est toi qui Alors, il y a des… Il faut que vous passiez l'écran comme ça, je pense que ce sera plus… Oui, okay. Donc, il y a des consignes qui sont plutôt en fait des recommandations. Donc, aujourd'hui, on est passé dans un stade justement de renforcement des contraintes. Ça va avec ce que je vous disais avant. Donc, le moins possible de chambres doubles. Alors après, je vais pas vous rentrer dans les astuces. Si vous avez 2 patients Covid, vous pouvez les mettre ensemble, par exemple. Mais le moins possible de chambres doubles. Le principe de pas de visite. Les visites sont interdites avec des dérogations à la main de nos médecins pour les patients qui restent longtemps. Vous voyez, les patients effectivement qui restent 10 ou 15 jours, on va accepter que la famille ne pas reproduire l'effet qu'on a connu avec nos EHPAD en première vague, par exemple. Mais tout ça est extrêmement contrôlé. Le principe, c'est plutôt pas de visite et plutôt pas de circulation non plus. Ça, c'est un peu compliqué pour nos patients. Des fois, ils ne comprennent pas bien, mais ils n'ont pas le droit de se balader dans les couloirs. Et vous le comprenez bien, c'est le sujet de nos clusters. Donc on est très ferme là-dessus, avec des ouvertures, bien sûr, parce qu'il faut quand même garder un peu d'humanité dans tout ce monde, je ne sais plus comment tu le disais, bizarre, étrange. Pardon. Alors, une question de Andy Enjarik, j'espère que je prononce correctement. Groupe La Maison Bleue. Monsieur Kay a évoqué un effort de guerre intense du personnel hospitalier depuis maintenant plus d'1 an. Au vu de la conjoncture 2021, cet effort de mobilisation s'annonce durable et va continuer d'impacter l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ma question, quel plan RH d'accompagnement du personnel de santé a été mis en place pour essayer, tant que faire se peut, de ménager l'effort? Écoutez, ça, c'est le sujet, c'est un sujet central chez nous. C'est le sujet de la précaution qu'on a à prendre vis-à-vis de notre personnel. Il est multiforme. Alors, je dis qu'il est multiforme parce qu'il y a eu un phénomène qui a un peu bouleversé cet équilibre de recherche d'équilibre de vie. C'est qu'il y a eu entre-temps une décision ministérielle légitime, mais qui a été d'augmenter les salaires, ce qu'on a appelé le Ségur. Donc, bien sûr, l'application du Ségur, comme vous pouvez l'imaginer, c'est jamais simple. Donc, les traductions pour le privé des décisions qui ont été actées pour le public a été complexe. Donc, il y a eu pendant toute la fin de l'année 2020 une préoccupation essentielle pour nos représentants syndicaux et pour nous-mêmes, c'est est-ce qu'on aura droit aux mêmes applications que dans le secteur public, ce qui n'a pas tout à fait été le cas, mais ça a été marginalement différent. Donc, il y a eu cette préoccupation qui a été purement salariale, en fait, et qui a un peu occulté les problèmes de qualité de vie et d'organisation du travail. On a repris finalement ce chantier, alors que ce n'est pas tout à fait réglé encore, parce qu'on a eu
on a eu une enveloppe qui nous a été dédiée, mais cette enveloppe, pour l'instant, elle ne nous est toujours pas rétribuée. Hein. Donc, il y a eu des avances, hein, mais tout ce qui est lié au Ségur est aujourd'hui pas encore acté, hein, dans des documents définitifs. Hein. Donc, on est encore un peu en l'air sur ce sujet-là. Mais c'est pas vraiment le sujet important. C'est pas le sujet important par rapport à votre question, qui était au fond, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'accompagner notre personnel. Donc, on a repris le chantier de l'amélioration, je dirais, des conditions de travail et de la qualité de travail. C'est un des chantiers prioritaires qu'on mène dans le cadre de l'entreprise à mission, dont je parlais tout à l'heure. Ce volet-là, qui est le volet d'essayer systématiquement de créer des espaces et des rencontres et des discussions et des outils. C'est aujourd'hui quelque chose qui est en train de se déployer. Donc, on est dans une marche en avant, hein, on est loin d'avoir terminé. Par ailleurs, on est à la recherche d'outils pour faciliter le temps de travail. Donc, vous voyez, on teste des outils comme des smartphones. Enfin, on a un certain nombre d'outils qui consistent à soulager la tâche finalement administrative et la tâche, je dirais, délégable, hein, pour laisser notre personnel, et notamment notre personnel soignant, autour de sa mission qui est de soigner et pas de sa mission qui est d'essayer de faire du reporting à tout va. Voilà, donc on est dans cette phase-là, mais ça sera une action prioritaire sur 2021 et probablement sur les années suivantes. Alors, Philippe Boitrel, vous avez évoqué les aides de l'État et ces annonces sont souvent relayées dans les médias. Cependant, ces aides sont des avances qui devront être remboursées avec la baisse d'activité globale. Est-ce que cela ne mettra pas certains établissements du groupe en grande difficulté dans les mois à venir? Non, c'est ça. Non, les avances nous ont permis de tenir. Les engagements qu'a pris ce gouvernement, c'est de nous donner une véritable garantie de recettes qui est basée sur l'activité 2019. Ça va se mettre en place dans tous les établissements au fur et à mesure. Donc, on va solder les comptes, hein, ce que je disais tout à l'heure, fin mars d'une partie, et puis après 21, et puis pour le solde du solde en mars 22, si jamais il y a eu des erreurs de calcul qui sont pas impossibles dans ce métier un peu complexe. Donc ça a permis à tous les établissements de France et de Navarre, hein, et donc dans Vivalto Santé, c'est plus qu'ailleurs, puisque comme vous le savez, c'est un groupe qui, sur le plan financier, est homogène. Hein, donc les établissements faibles sont supportés par les forts, par définition de la vie d'un groupe. Donc il n'y a aucun risque que là-dessus. En face de ces garanties de fonctionnement, dans ces périodes de crise, il y a eu la réactivité des moyens, des moyens qu'il fallait mettre en proportion de l'activité. Donc, il y a eu, par exemple, dans l'année 2020, il y a eu beaucoup de recours aux journées de congé, au solde de l'ensemble des temps disponibles, hein, qui ont permis de tenir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude financière. Il y a plus une non-visibilité de l'activité 21, qui est plutôt le sujet d'aujourd'hui. On pouvait espérer à la fin de l'année passée qu'il y aurait donc ce retard de traitement se manifesterait par une accélération de la reprise d'activité. Donc un certain nombre d'établissements étaient dans des dispositions extrêmement volontaristes de faire face à des montées d'activité. Aujourd'hui, le 15, disons, mi-février, on ne peut pas dire que ça soit le cas. Je ne dirais pas, j'espère ne pas dire la même chose dans les mois à venir. Alors, Joël Pirard, qui doit partir, nous demande environ 500 personnes meurent du cancer chaque jour. Observe-t-on une augmentation de ces chiffres? Ce n'est pas décelable chez nous. Mais on observe, ce que je peux vous dire, c'est qu'on observe la gravité des malades qui sont du cancer quand ils viennent aujourd'hui par rapport à hier. C'est ce que je manifestais en termes de retard de soins. Tous les oncologues vous diront ça, ils ont affaire à des étapes d'avancement du cancer qui sont plus forts, et statistiquement plus forts. Alors, Pierre Gangloff, pourriez-vous indiquer maintenant ou plus tard de quelle façon la chirurgie en ophtalmologie a été concernée? Donc, une question précise. Écoutez, dans le cadre de la première vague, la déprogrammation s'imposait à tout le monde. Donc là vous aviez un problème d'ophtalmo, c'était niette. Dans la deuxième phase, sur un certain nombre d'actes qu'on pouvait considérer de perte de chance, on a pu opérer
tout à fait correctement des patients qui étaient dans des sujets considérés comme importants par les ophtalmos. Donc, il y a eu des opérations de la cataracte, et il y a eu des opérations de la rétine, il y a eu des opérations de greffe de cornée qui ont été faites chez nous, et c'était nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte. Donc aujourd'hui, on peut opérer tous les malades d'ophtalmo comme dans les temps anciens. Mais vous savez, la cataracte est une chirurgie nécessaire, et elle fait partie de ces zones où on peut attendre. C'est-à-dire que se faire opérer d'une cataracte maintenant ou se la faire opérer dans 3 mois, c'est possible. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins d'opérations de la cataracte depuis disons, les 6 derniers mois. Voilà. Alors, Claire nous demande, vous avez dit que Vivalto comptait maintenant 41 cliniques. À combien étiez-vous en 2019 ? Oui. Quel est votre chiffre d'affaires en 2020 ? Donc, Claire Stets du Télégramme. On est à 840 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a repris 5 cliniques l'année dernière. Donc, vous enlevez les 5. Voilà. On était donc à... On vient de... Globalement, on doit faire à peu près une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires plus par an. Vous voyez, donc on était à 750 l'année dernière, et on était... L'année d'avant, on a cru plus vite. On a fait plus d'acquisitions. On a dû faire 200 millions d'acquisitions en 2019 par rapport à 2018. Donc, c'était plus 200 et plus 100. Voilà. Alors, une question de Rama Rajdi. Est-ce que la campagne, donc vous avez déjà répondu, je crois, docteur, sur la partie, la campagne de vaccination a-t-elle perturbé votre fonctionnement ? Ça, c'est une question peut-être sur laquelle vous pouvez aussi répondre. Et une question qui est pourquoi votre groupe s'appelle Vivalto ? Alors, la vaccination a-t-elle perturbé ? La réponse est non, il n'y a eu que des volontaires. Donc, quelque part, notre personnel et nos médecins ont opéré ont vacciné très largement et de façon très sympathique, parce qu'il n'y a pas eu de préoccupation de rémunération à tout ça. Ça a été de faire face à la vaccination pour autant que les vaccins étaient là. Donc, le seul sujet qu'on a eu, ça a été les sujets que vous avez vus malheureusement très fortement dans les médias. C'est les fluctuations des livraisons qui pouvaient se décaler d'un jour ou deux. Moi, j'ai eu ma deuxième vaccination hier. Ça a été décalé. Ça a été décalé 2 fois d'une journée parce que finalement, oui, il n'y avait pas les vaccins. Donc, ça nécessite de la part de notre personnel et de nos médecins une certaine flexibilité. Et pourquoi ça s'appelle Vivalto ? Parce que c'est simple, parce que ça a été une discussion avec mon épouse. C'est une discussion sur la vie, en fait. C'est pourquoi bien vivre, pourquoi vivre. Donc, on s'est dit qu'il fallait la vivre alto. Donc, Vivalto, c'est la vie alto. On n'a qu'une vie, il faut la vivre et il faut bien la vivre. Alors, on la vit alto. Donc, ça a donné Vivalto. Voilà l'histoire. Très bien. Alors, Jean-Yves Payet d'APM News, avez-vous des chiffres de début d'année pour estimer cette reprise d'activité que vous qualifiez de trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être dans les établissements Vivalto ? Oui, par rapport à 2020, parce que finalement, le Covid, il est venu, la Covid, il est arrivé dans les activités des cliniques en mars. Et vous savez, après, la descente, elle a été très, très forte en avril, mai. Bon, en janvier, les 2 premiers mois de l'année 2020 ont été des années de très forte activité. Mais on est à -3 ou -4% d'activité par rapport à l'année 2020. Donc, ce n'est pas particulièrement significatif, parce qu'il y a des jours ouvrés différents. Donc, ce qui est plus important, c'est ce qui se passe dans les consultations de nos médecins. Et on voit que les patients ne sont pas revenus dans les consultations de nos médecins. Et on discute avec eux sur l'étalement des horaires, sur la disposition à prendre pour essayer de créer le maximum de sécurité dans le phénomène. Donc, on est donc sur un moins de quelques pourcents par rapport à ce qu'on pouvait espérer, un plus. C'est-à-dire, au fond, le rebond de l'activité qui n'a pas été là, des 10% dont je parlais globalement tout à l'heure, mais qui, dans certaines zones, sont du -25 ou du -30 en chirurgie, dont je parlais du -35 sur les cliniques parisiennes. Donc ça, c'est quelque chose
qu'on attend, hein, et qui, je pense, viendra. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude sur le fond, il y a l'inquiétude pour la santé de la population dans nos établissements. La solidité est telle que ça se passe maintenant ou dans 6 mois, tout ça est accessoire. La question, c'est ceux qui ne se traitent pas là, est-ce qu'on arrivera encore à bien les traiter plus tard? Ça, c'est une question qui me taraude personnellement. Est-ce qu'il y aurait encore des interventions ou des questions? Auquel cas, n'hésitez pas. Et sinon, on va clôturer là et vous remercier. Merci pour votre réponse. Merci à vous de vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, on va juste vous remercier d'avoir été présents aussi nombreux, parce qu'on avait énormément de gens connectés aujourd'hui. On va remercier de sa participation le docteur Emmanuel Briquet qui a bien voulu intervenir avec Daniel Caille. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain point d'étape sur le Covid ou peut-être sur d'autres sujets au cours de l'année. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.